Rapport et à procéder à votre exposé. La parole est à vous. Merci. Ah oui, vous devez décliner vos noms et titres, s'il vous plaît, avant de commencer. Avec plaisir. Violaine Brisebois-Lavoie, co-porte-parole de La Planète s'invite au Parlement. François Geoffroy, co-porte-parole de La Planète s'invite au Parlement. Messieurs, mesdames les élus, merci enfin d'avoir invité La Planète au Parlement. Nous sommes un collectif citoyen qui se mobilise déjà depuis plus d'1 an à travers l'organisation de manifestations et de mobilisation de grève, la dernière en date étant celle du 27 septembre, organisée avec les étudiants, les centrales syndicales et d'autres groupes environnementaux. 550 000 Québécoises et Québécois ont participé en faisant la première grève climatique des travailleurs et la plus grosse manifestation de l'histoire du pays. Messieurs, mesdames les élus, vous l'avez vu le 27 septembre. Les Québécois et les Québécoises ont peur. Et ils ont raison. Ces dernières années, nous avons vu nos premiers sinistrés climatiques. Les victimes des inondations de 2017, de 2019, de l'ouragan Dorian aux îles de la Madeleine. Mais des vies aussi ont été perdues. Et nous en sommes qu'aux premiers impacts de la crise climatique. Comme nous l'explique la docteure Claudel Pétrin-Desrosiers, à l'été 2018, près de 100 personnes sont mortes à travers la province en raison de la chaleur extrême. Des événements de ce genre vont s'allonger, arriver plus fréquemment et être de plus en plus intenses. Nous le répétons, notre inaction politique tue. Refuser de tout mettre en œuvre pour respecter les cycles du GIEC, ça signifie 4 degrés de plus d'ici la fin du siècle. Et ça, c'est le scénario optimiste. L'été dernier, une étude australienne nous prédisait de fortes probabilités que la civilisation humaine s'effondre d'ici 2050. 2050, c'est dans 30 ans. Au printemps dernier, une étude parue dans Nature Geoscience parlait d'une augmentation possible de 8 degrés d'ici 2100. À titre de comparaison, il y a 250 millions d'années, 96% des espèces vivantes sont disparues, et ça à cause d'une hausse de 5 degrés. Réalisez-vous que c'est à ça qu'on fait face. Vous vous êtes fait élire à la CAQ en promettant du changement aux Québécois. Pourtant, votre loi climat n'a aucun mordant. On l'a lu et ce qu'on a vu, c'est un gouvernement qui fait semblant de répondre à l'inquiétude des citoyens et qui ignore la gravité de la crise. C'est irresponsable. Une loi non contraignante nous condamne à l'échec avant même que vous déposiez votre plan. Et des plans pour lutter contre le changement climatique au Québec, on en a eu. 2000, 2006, 2012. 3 plans, 3 échecs. Et votre recette, c'est la même qu'avant. Un beau plan, aucune contrainte, aucun courage. Des promesses vides. Et on aura exactement le même résultat, l'échec. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez proposer aux Québécois, l'échec? Présentement, votre loi climat présente la structure suivante. Un comité qui va donner son avis au ministre de l'Environnement, qui, lui, va donner son avis aux autres ministres. Or, ici même, le 21 janvier, Mme Sylvie Chagnon, la PDG du Conseil de gestion du Fonds vert, nous affirmait que tous les ministères lui disent que l'environnement, ce n'est pas leur priorité. Pourquoi ça changerait avec votre loi? Pourquoi des ministres se mettraient-ils subitement à écouter vos conseils, M. Charette, si rien les y oblige? On le sait, le gouvernement Legault a refusé toute loi qui l'obligerait à atteindre ses cibles. Au ministre, en disant Monsieur le ministre, non pas par son nom. Je m'excuse. Monsieur le ministre. Oui, voilà. Parfait, merci. On le sait, le gouvernement Legault a refusé toute loi qui l'obligerait à atteindre ses cibles. En l'espace d'1 an, 2 projets de loi lui ont été proposés. Un par Dominique Champagne du Pacte et l'autre par Sylvain Gaudreault du PQ. Vous devez donner les noms des gens par leur circonscription et non pas par leur nom propre. Pardon. Et vous adresser à la présidente. D'accord. Donc, l'autre a été proposé par Sylvain Gaudreault, député de Jonquière. Ça va? Je m'excuse. Dans la presse, Paul Journet rapportait que, d'après vous, la réduction des GES est une affaire de volonté. Vous nous dites donc, faites-nous confiance, sans avoir vous-même de compte à rendre.
Sur quelle base faire confiance à votre gouvernement quand il fait la promotion du troisième lien? Quand vous vous entêtez à soutenir des projets comme GNL Québec? Quand votre gouvernement parle de raser des forêts pour réduire les GES? Ou quand le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs va devoir évaluer son mandat en termes de rendement pour l'industrie du bois? Il y a 2 semaines, Christian Messier, chercheur en écologie forestière, nous disait que des feux de forêt comme ceux qu'on a vus en Australie pourraient bien arriver bientôt au Québec. Avec la crise climatique, il suffirait d'un été très sec pour que les Laurentides au complet s'enflamment. Est-ce que c'est ça que ça va vous prendre pour inscrire dans la loi des objectifs de réduction des GES? Est-ce qu'il va falloir que le Québec brûle avant de faire ce que la science réclame? Pour quelles raisons êtes-vous toujours incapable de faire face à cette crise de façon réaliste et pragmatique? Votre naïveté et votre utopisme nous inquiètent et fait peur aux Québécois et aux Québécoises. En somme, ce projet de loi laisse tous les pouvoirs entre des ministres qui jusqu'à présent se sont montrés incapables de comprendre la gravité de l'urgence climatique. Des ministres qui se soucient de nos émissions de GES et de la protection de la biodiversité uniquement quand c'est compatible avec leurs objectifs de croissance économique. Des ministres qui refusent de voir qu'il n'y aura pas d'emploi pour personne sur une planète morte. Alors, pour réduire nos émissions à zéro, ce que toutes les études scientifiques nous demandent, il va falloir commencer par se poser une question très sérieuse. Entre la croissance du PIB et la protection des citoyens, Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous allez choisir? Faites attention à votre réponse. Je sais que vous avez envie de me dire qu'on peut faire les deux en même temps, qu'on n'a pas besoin de choisir. Or, c'est faux. Si on veut ramener nos émissions à zéro, ce que le GIEC nous demande de faire extrêmement rapidement, il va falloir accepter que la nature nous impose des limites. Ce n'est pas une question de croyance, ce n'est pas une question d'idéologie, c'est un fait scientifique et matériel. Notre surproduction et notre surconsommation se heurtent aux limites de la nature. Un enfant de 5 ans est capable de comprendre ça. C'est une évidence. Croire le contraire, c'est croire aux licornes. Jusqu'ici, entre la croissance économique et le respect des ressources dont on a besoin pour vivre, à chaque fois, on a choisi la croissance. Si on veut que ça arrête, on doit commencer par inscrire dans la loi les limites devant lesquelles la nature nous place. Et ça, c'est un budget carbone. C'est la capacité de régénération des sols, des pêcheries, des forêts et de l'ensemble de nos écosystèmes. À l'intérieur de ces limites-là, on pourra commencer à discuter de la meilleure façon d'assurer le bien-être de tout le monde. Mais il faut impérativement rester à l'intérieur de ces limites-là. Et ça, aucun ministre, aucun ministère ne le fera jamais, à moins d'y être obligé. Soulignons au passage que la croissance économique présentement profite à une minorité. Au Québec, ces 30 dernières années, le salaire du 1% a augmenté de 116%, celui des autres de 29%. 29%, c'est moins d'1% par année. Et pendant la même période, les témoignages d'épuisement se sont multipliés. La sacro-sainte croissance économique, celle pour laquelle on est en train de sacrifier l'avenir de nos enfants, concrètement, c'est ça. La richesse pour le 1% et le burn-out pour les autres. Ce serait le fun si on pouvait sortir d'une économie du burn-out qui nous presse le citron pour entrer dans une économie qui régénère non seulement nos écosystèmes, mais aussi nos vies, nos familles et notre santé. D'ailleurs, c'est pas comme si on avait le choix. Je vous invite à aller parler aux gens d'affaires de l'Australie pour voir si les feux ont fait du bien à leur projet de développement. En fait, pas besoin d'aller si loin. Allez simplement voir les résidents de Sainte-Marthe ou de Gatineau. Demandez-leur quel impact les inondations ont eu sur leur portefeuille. Allez aux îles de la Madeleine. Parlez de l'ouragan Dorian aux résidents et expliquez-leur que c'est un résultat nécessaire de la croissance telle que vous la concevez. Quand 7500 travailleurs se sont mis en grève le 27 septembre avec 260 000 étudiants, ils avaient des attentes minimales. Les connaissez-vous, Monsieur le ministre? Écoutez-les bien, quand vous êtes venu marcher le 27 septembre, c'est pour ça que vous marchiez. On vous demande d'arrêter de financer les hydrocarbures, de dire non aux nouveaux projets, contrairement à ce que vous vous entêtez à faire. On connaît votre engouement pour des projets comme GNL Québec. Une loi sur la gouvernance de la crise climatique, ça devrait minimalement inclure des dispositions claires pour empêcher d'annuler d'une main les gains qu'on essaie de faire de l'autre.
On vous demande d'enchasser dans la loi les limites que la nature nous impose. C'est vrai autant en termes de budget carbone que de protection de nos écosystèmes. Et on vous demande d'éduquer les Québécois et Québécoises par des programmes scolaires autant que par des campagnes de sensibilisation pour les aider à comprendre ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on va devoir faire tous ensemble Je dois vous pour s'en interrompre sortir. ici. Maintenant, nous devons procéder aux échanges avec les membres de la commission. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Mme la Présidente. Merci à vous deux pour votre présence.